Depuis la nuit des temps, l'humanité a nourri un attrait profond et presque instinctif pour les créatures extraordinaires, celles qui transcendent le cadre strictement naturel, pour entrer dans le domaine du mythe, du conte ou de l'imaginaire. Parmi ces figures énigmatiques, un motif récurrent fascine particulièrement, celui des êtres dotés de plusieurs têtes. Ces créatures à multiples visages ont peuplé les légendes et les récits à travers différentes cultures, incarnant tantôt la puissance, tantôt le chaos, la dualité ou l'ambiguïté de la nature humaine et du monde. Leur histoire est ancrée profondément dans notre imaginaire collectif et mérite d'être explorée avant de s'attarder sur leur apparition dans l'histoire plus récente de la paléontologie et des dinosaures. L'idée de créatures à plusieurs têtes ne naît pas du hasard, mais trouve son origine dans une volonté archaïque de représenter l'altérité, souvent dangereuse et inconnue, en un seul et même être. Dans les mythologies du monde entier, la multiplicité des têtes symbolise une force surhumaine, souvent associée à des monstres qui défient les lois naturelles. L'une des figures les plus célèbres, qui résonne encore aujourd'hui, est l'hydre de Lerne, dans la mythologie grecque. Ce monstre aquatique possédait plusieurs têtes, souvent décrites comme variant de 5 à 9, voire plus selon les versions, et sa particularité résidait dans sa capacité à faire repousser 2 têtes pour chaque tête tranchée. L'hydre incarne le danger qui revient sans cesse, une lutte quasi infinie contre une menace insaisissable. Ce personnage mythologique sert d'illustration première de la conceptualisation d'une créature à plusieurs têtes, démontrant à quel point cette idée a marqué durablement les esprits anciens. Au-delà de la Grèce antique, on trouve des créatures semblables dans d'autres cultures. Par exemple, dans la mythologie hindoue, le serpent légendaire Shesha, souvent représenté avec de multiples têtes, symbolise l'éternité et le support du cosmos. Ce n'est pas un monstre effrayant, mais plutôt une entité sacrée. Ainsi, la multiplicité des têtes peut aussi exprimer une omnipotence ou une sagesse supérieure. En Afrique, certaines légendes font état de lézards ou de serpents multiceps, entremêlant l'image du reptile avec celle d'un être fantastique et terrifiant. Ces symboles fonctionnent souvent comme des métaphores pour des forces naturelles imprévisibles, qu'il s'agisse de fleuves, de tempêtes ou de phénomènes hors de contrôle humain. Ces usages mythologiques révèlent donc une ambivalence intéressante. Les créatures à plusieurs têtes sont autant des figures de destruction que des symboles de protection ou de connaissance. Elles portent plusieurs regards, permettant de tout voir et de tout comprendre en même temps. Mais elles peuvent aussi frapper de multiples coups ou sévir dans plusieurs directions simultanément, amplifiant leur dangerosité. Cette ambivalence contribue probablement à la fascination qu'elles exercent encore sur nous aujourd'hui, à la fois dans la culture populaire et dans des interprétations plus scientifiques ou pseudo-scientifiques. En Europe médiévale, le concept reste vivace et gagne encore en intensité symbolique. Le dragon, souvent représenté avec plusieurs têtes dans certaines variantes, devient le gardien d'un trésor ou d'un secret. Ces dragons polycéphales apparaissent notamment dans les récits arthuriens ou dans les chroniques héroïques où ils incarnent des épreuves à surmonter. Cette image perdure dans l'imaginaire populaire sous forme d'illustrations, de tapisseries ou de bestiaires, qui transmettent à la postérité cette vision de monstre au trop-plein de têtes. Mais comment ces mythes ont-ils pu influencer la manière dont la science, notamment la paléontologie, aborde parfois des créatures disparues? Dans les premières découvertes fossiles, les squelettes incomplets ou fragmentaires ont fréquemment conduit à des interprétations erronées. L'esprit humain, façonné par ces symboles anciens, est naturellement porté à imaginer des formes hybrides, exagérées, voire monstrueuses, parfois dotées de plusieurs têtes, pour remplir les blancs laissés par les fossiles.
C'est à partir de ce contexte culturel et symbolique ancien que s'explique en partie l'apparition de certains mythes scientifiques mal fondés, comme celui du dinosaure à 3 têtes. Par ailleurs, la fascination pour les créatures hybrides à plusieurs têtes trouve un écho dans les récits populaires, les contes fantastiques et même les œuvres artistiques. La chimère, au sens noir de l'expression, est souvent décrite comme un animal, avec une tête de lion, une tête de chèvre et une queue de serpent, parfois représentée avec plusieurs têtes, évoquant la peur de l'indéterminé et la complexité du réel. Ce même motif ressurgit dans les jeux vidéo, les bandes dessinées et les films modernes, dont la ressource narrative consiste souvent à créer des antagonistes impressionnants, porteurs de pouvoirs hors du commun. Ces images populaires renforcent la permanence du concept de créature à tête multiple et nourrissent l'imaginaire collectif global. Pour conclure cette introduction à la généalogie des créatures à plusieurs têtes, il est important de noter qu'elles ne sont pas uniquement des constructions culturelles ou symboliques. Il existe aussi, dans la nature, des cas très rares d'animaux présentant une polycéphalie, c'est-à-dire la présence réelle de 2 têtes sur un même corps. Ce phénomène s'observe chez certains reptiles, certains poissons, voire des amphibiens, mais il est extrêmement rare et généralement synonyme d'un handicap sévère. Ces cas naturels sont assez éloignés des représentations mythologiques, mais montrent que le motif a bel et bien une base, bien que marginale, dans le réel. Ainsi, le concept de créature à plusieurs têtes s'enracine dans une longue histoire, mêlant mythologie, symbolisme, art et observation ténue de la nature. Cette exploration des origines mythologiques est essentielle pour comprendre pourquoi, dans un contexte scientifique comme la paléontologie, des polémiques ou des mythes tels que celui du dinosaure à 3 têtes peuvent naître, nourris à la fois par des découvertes parfois incomplètes, des biais cognitifs et l'héritage puissant des récits anciens. Cette compréhension servira de socle pour l'analyse qui suivra, lorsqu'on abordera comment la science elle-même a pu, parfois à son insu, perpétuer et alimenter ce genre de mystère. Lorsque nous observons les fossiles, ces vestiges pétrifiés des créatures ayant peuplé la Terre, il y a des millions d'années, il est tentant de penser que chaque spécimen retrouvé représente un individu clairement défini, distinct et complet. Pourtant, la réalité du travail des paléontologues révèle souvent une toute autre complexité. Un phénomène particulièrement intrigant et parfois source de confusion majeure dans l'histoire de la paléontologie est celui des fossiles composites. Derrière cette notion se cache un concept fascinant, celui d'assemblages artificiels ou involontaires, où plusieurs éléments osseux de différents organismes sont réunis pour former un squelette unique, souvent erroné, d'une créature fantastique, voire monstrueuse. Ce phénomène a nourri l'imaginaire collectif, accentuant la naissance de mythes autour de monstres à plusieurs têtes, voire de formes totalement hybrides. Un fossile composite peut se constituer de multiples façons, souvent liées à la nature fragmentaire des découvertes paléontologiques. Les restes fossiles sont fréquemment incomplets et disséminés dans différentes strates géologiques, ce qui oblige les scientifiques de terrain à rassembler des fragments épars pour tenter de reconstituer un squelette cohérent. Dans cette quête, il arrive que des os appartenant à plusieurs individus, parfois même à des espèces différentes, soient accidentellement combinés. Par exemple, un crâne peut être associé à un corps partiel appartenant à un tout autre animal. Si cette erreur passe inaperçue, cela conduit à la description d'une nouvelle espèce fictive, possédant des caractéristiques extraordinaires, voire aberrantes. L'histoire paléontologique
regorge de cas célèbres et exemplaires de fossiles composites. On peut notamment citer le monticule de débat, qu'a provoqué la découverte du célèbre Spinosaurus aegyptiacus. Sa silhouette, longtemps sujette à controverse, s'explique en partie par des assemblages partiels de spécimens distincts qui ont compliqué la compréhension de sa morphologie. Mais plus emblématique encore est le cas du Behemoth, ou de crânes retrouvés avec plusieurs rangées de dents ou des parties de corps multipliées, qui suscitèrent des descriptions hâtives de créatures à têtes multiples ou aux formes étranges. La tentation d'assembler des fragments en absence de preuves solides peut ainsi générer des chimères paléontologiques, des êtres mi-réels, mi-inventés. Dans cet exercice délicat, les limites technologiques du passé ont aussi amplifié le phénomène des fossiles composites. Jusqu'au XIXe siècle, l'absence d'outils analytiques avancés, comme la tomographie ou la microscopie électronique, combinée à une compréhension embryonnaire de la diversité des espèces préhistoriques, a poussé les naturalistes à s'appuyer davantage sur l'intuition et les apparences visuelles macroscopiques. Face à des ossements fragmentés, la reconstitution se faisait souvent comme un puzzle où chaque pièce était ajustée pour créer un ensemble plausible, parfois romanesque. Ce contexte a favorisé la naissance de nombreux spécimens composites, dont certains inspirèrent la mythologie moderne des dinosaures. Au cœur de ce phénomène, il faut aussi considérer les biais cognitifs innés chez les chercheurs. Le désir humain de voir un ensemble cohérent, voire spectaculaire, peut parfois l'emporter sur la prudence scientifique. L'attrait pour le sensationnel, combiné à la pression sociale ou financière liée à la découverte, a encouragé, à certaines époques, des reconstructions exagérées ou erronées. Dans ce cadre, l'assemblage erroné de fossiles issus de plusieurs individus a parfois été consciemment utilisé pour attirer l'attention, renforçant l'idée qu'un dinosaure pouvait avoir plusieurs têtes ou d'innombrables appendices. Ces erreurs, bien qu'interdites dans la rigueur moderne, se retrouvent dans plusieurs ouvrages anciens, musées et expositions, mêlant parfois le plausible et la fantaisie. Au-delà des erreurs humaines, il est important de comprendre que dans la nature même, des positions fossilisées peuvent prêter à confusion. Parfois, plusieurs animaux sont retrouvés entremêlés ou juxtaposés, sans indication claire qu'ils étaient liés de manière biologique. Des squelettes peuvent ainsi être naturellement agencés dans des positions qui suggèrent une forme inhabituelle. Plusieurs crânes proches pourraient donner l'illusion d'une seule tête à multiples visages, ou des ossements croisés former l'idée d'un corps chimérique. Si un paléontologue inexpérimenté ne déchiffre pas parfaitement ce contexte stratigraphique et taphonomique, cela peut induire une erreur d'interprétation. De nos jours, la paléontologie moderne a développé des méthodes plus sophistiquées pour limiter ces méprises. L'imagerie scanner, la datation précise et l'analyse morphologique détaillée permettent de mieux discerner quel os appartient à quelle espèce et même quel individu. L'ADN fossile, bien que rarement conservé dans les restes dinosaures, constitue aussi une piste prometteuse pour confirmer l'identité des espèces. Cependant, malgré ces progrès, le risque de fossiles composites subsiste, surtout dans les assemblages anciens ou mal conservés. Cela soulève aussi une question fondamentale sur les limites de nos connaissances. À partir d'échantillons fragmentaires, il reste délicat d'affirmer catégoriquement la réalité ou non d'une espèce, surtout quand les fossiles sont rares. En conséquence, certains mythes, comme celui des dinosaures ou reptiles à plusieurs têtes, se nourrissent de cette incertitude scientifique. Ces créatures fantastiques sont souvent l'écho moderne des erreurs originelles, alimentées par le contexte culturel, les biais cognitifs et la fascination humaine pour l'extraordinaire. En définitive,
Le phénomène des fossiles composites illustre à la fois la richesse et la complexité de la paléontologie. Il révèle combien notre compréhension du passé dépend de restes souvent fragiles, épars et incomplets, et combien la science avance parfois au rythme des remises en question et des corrections. La naissance de créatures fantastiques issues de l'assemblage de plusieurs spécimens est une leçon précieuse. Elle nous rappelle la nécessité de prudence, de rigueur, mais aussi d'humilité face à l'immensité du temps et au mystère des formes disparues. Cette compréhension nous préparera à mieux appréhender, dans les sections suivantes, les histoires fascinantes d'erreurs paléontologiques et de reconstructions inexactes qui ont durablement marqué la science des dinosaures. Au cours des 19e et 20e siècles, la paléontologie a vécu une période d'effervescence sans précédent, marquée par des découvertes spectaculaires et une quête effrénée pour comprendre les formes de vie éteintes depuis des millions d'années. Cependant, cette époque de croissance scientifique rapide fut aussi le théâtre d'erreurs paléontologiques notables et de reconstructions inexactes, source de malentendus qui ont durablement influencé notre perception des dinosaures et autres créatures préhistoriques. Cette histoire fascinante mêle passion, précipitation, limites technologiques, mais aussi luttes intellectuelles, et elle illustre combien la science avance souvent par tâtonnements et ajustements successifs. Dès les débuts de la paléontologie moderne, dans la première moitié du XIXe siècle, les fossiles de grands reptiles furent découverts en nombre croissant, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Le besoin de classifier, nommer et reconstruire ces animaux disparus conduit à des premières tentatives, parfois approximatives. L'un des cas les plus célèbres est celui de l'assemblage des premiers squelettes d'ichthyosaures et de plésiosaures, où certains ossements furent de mal attribués, provoquant la création d'espèces imaginaires ou la représentation erronée d'animaux aux proportions exagérées ou impossibles. Les contraintes de l'époque, méthodes de fouilles rudimentaires, absence de techniques d'imagerie, compréhension embryonnaire de l'anatomie comparée, expliquent en grande partie ces erreurs. L'exemple emblématique reste sans doute celui d'Antonio Snider Pellegrini, un naturaliste qui, en 1858, publia un livre illustré où il proposait une carte géologique et une reconstruction du monde à l'ère mésozoïque, avec des créatures gigantesques basées sur des fossiles encore mal compris. Ces illustrations, bien que très suggestives, donnaient une image fantasmée de ces animaux, parfois chimériques. Cette démarche, bien qu'enthousiasmante, était influencée par les limites scientifiques du temps et par une imagination débordante. Dans la foulée, la guerre des os entre Othniel Charles Marsh et Edward Drinker Cope, deux paléontologues américains du XIXe siècle, ajouta une dimension dramatique et controversée à la science fossile. Cette rivalité intense, centrée sur la découverte et la description de nouveaux dinosaures, engendra une urgente compétition qui déboucha sur des noms de genres et espèces, parfois attribués avec précipitation. Des fossiles fragmentaires furent décrits comme des espèces inédites, donnant lieu à des reconstructions maladroites ou erronées. Des squelettes furent montés hâtivement, avec des erreurs d'assemblage qui donnaient naissance à des animaux aux proportions aberrantes, aux postures irréalistes ou à des particularités anatomiques fausses, tels que des dinosaures tenant leur queue traînante au sol. Au début du XXe siècle, malgré les avancées scientifiques, le rythme des découvertes et la pression médiatique pour des images spectaculaires continuèrent d'alimenter la multiplication d'erreurs. Par exemple, considérons le cas du Brontosaurus, qui fut, durant des décennies, une espèce célèbre, avant que les recherches modernes ne révèlent qu'il s'agissait en réalité d'un spécimen mal assemblé, une erreur entre l'Apatosaurus et d'autres genres.
Ce scénario illustre combien l'incroyable dynamisme de la paléontologie de l'époque reposait encore sur des bases fragiles. Les techniques de reconstitution du squelette et du corps entier posaient également problème. À une époque où les paléontologues devaient confectionner leurs propres maquettes, sculptures ou dessins, il n'était pas rare que les informations manquent, produisant alors des images basées sur des extrapolations hasardeuses. Par exemple, la représentation classique des Tyrannosaurus rex, avec une posture quasiment marchant à quatre pattes, est un mythe courant aujourd'hui corrigé, mais qui a longtemps dominé l'opinion. Ces reconstructions inexactes influençaient non seulement la science, mais aussi la culture populaire, les illustrations de livres, les musées et même le cinéma. Les erreurs de l'époque reflètent aussi une compréhension limitée de la biologie et de la physiologie des animaux disparus. Sans données directes, les paléontologues spéculaient sur leur musculature, leur peau, leurs mouvements, parfois en s'appuyant sur des animaux modernes sans réelle analogie. Par conséquent, certaines représentations se sont révélées très éloignées de la réalité fossile. Par exemple, des dinosaures furent imaginés avec des têtes multiples, des épines extravagantes, parfois même des configurations corporelles qui évoquaient davantage des créatures mythiques que des animaux scientifiques. Par ailleurs, il faut mentionner que certaines de ces reconstructions inexactes résultaient d'assemblages involontairement erronés de plusieurs spécimens, phénomène des fossiles composites que nous avons abordés précédemment. Certains de ces montages eurent un impact fort sur la perception du public et des scientifiques, jusqu'à leur démenti progressif par des études plus rigoureuses. Cependant, loin d'être un simple enchaînement d'erreurs, cette histoire témoigne de la progression de la science. Chaque faute, chaque malentendu a été une occasion pour la paléontologie de se remettre en question, d'affiner ses méthodes, de développer ses outils analytiques et d'approfondir ses connaissances. Le développement de la radiographie, des techniques de stratigraphie plus précises, des comparaisons anatomiques systématiques et plus récemment, des analyses biomoléculaires ont permis d'améliorer la précision des reconstructions. Ainsi, les erreurs paléontologiques des 19e et 20e siècles, bien que frustrantes à première vue, ont participé à façonner la discipline telle que nous la connaissons aujourd'hui. Elles témoignent également du phénomène humain universel, celui de la recherche de sens face à un monde méconnu, territoire fertile pour les mythes et les fantasmes qui côtoient la science. Comprendre cette histoire aide à mieux saisir pourquoi des légendes, comme celle du dinosaure à 3 têtes, ont pu émerger et perdurer, jusqu'à ce que la rigueur scientifique et les avancées technologiques viennent, petit à petit, démêler le réel de l'imaginaire. Au fil des siècles, l'interprétation des fossiles de dinosaures et de reptiles préhistoriques a été ponctuée de nombreuses erreurs mémorables, fruit souvent des difficultés inhérentes à l'étude de vestiges fragmentaires et souvent incomplets. Ces malentendus célèbres ont façonné non seulement l'histoire de la paléontologie, mais aussi l'imaginaire collectif, contribuant à forger de véritables mythes autour des dinosaures. Passons en revue certains des exemples les plus marquants de ces méprises, qui témoignent autant des limites techniques que des défis conceptuels rencontrés par les chercheurs au fil des découvertes. L'un des cas les plus emblématiques remonte à la découverte d'un fossile attribué initialement au Brontosaurus, un nom qui a résonné pendant longtemps dans la culture populaire. Pendant des décennies, ce dinosaure emblématique fut considéré comme une espèce à part entière. Pourtant, à partir des années 1970, des études approfondies ont démontré que le Brontosaurus correspondait en réalité à un assemblage erroné d'os appartenant à l'Apatosaurus, un autre genre de diplodocidés. Cette confusion était née d'un contexte où les squelettes,
étaient reconstituées à partir de fragments dispersés, sans accès à toutes les pièces nécessaires, ni à des méthodes comparatives suffisamment précises. Parmi les malentendus célèbres figure aussi l'histoire du Deinocheirus, un dinosaure théropode découvert au XXe siècle avec des fossiles très fragmentaires, dont des bras gigantesques et bizarres. Pendant des années, les paléontologues ont spéculé sur son apparence réelle, l'imaginant comme une créature monstrueuse, peut-être dotée de multiples têtes ou d'un corps complètement disproportionné. Ce n'est qu'au début du XXIe siècle, avec la découverte de spécimens complémentaires presque complets, que l'image complète du Deinocheirus a pu être établie. Un énorme animal au corps massif, un bec plat et sans têtes multiples, mais avec une silhouette très inhabituelle et surprenante. Un autre cas fameux est celui du Protocéra, parfois confondu avec un énorme monstre marin, ou à têtes multiples, en raison de la disposition complexe de ses ossements. La méconnaissance initiale du mode de vie et de l'écosystème dans lequel vivaient ces reptiles a engendré des hypothèses fantaisistes sur leur morphologie. De même, le Mosasaurus, reptile marin géant du Crétacé, a fait l'objet de nombreuses illustrations erronées, le représentant tantôt comme un serpent de mer sans nageoires, tantôt avec des têtes ou des mâchoires démesurées. L'une des erreurs les plus curieuses concerne le Histora, un dinosaure théropode dont plusieurs fossiles mal attribués furent assemblés à tort. Le paléontologue qui monta ce squelette dans les années 1900 plaça le crâne et les vertèbres de différents individus, et peut-être même de différentes espèces, créant une chimère qui donna l'impression d'un animal ayant plus d'une tête. Cette reconstruction fausse fut pourtant largement reproduite dans les livres, influençant durablement la représentation populaire des dinosaures. Ajoutons à cela le fameux Iguanodon, un dinosaure herbivore dont la découverte dans les années 1820 a également entraîné des malentendus notoires. À l'origine, les premiers fossiles retrouvés se composaient essentiellement de dents et quelques fragments osseux. Leur interprétation était difficile sans squelette complet. Le plus célèbre malentendu fut la mauvaise attribution de l'os en forme de pouce. Pendant longtemps, ce dernier fut considéré comme une corne nasale, ce qui donna lieu à des représentations grotesques d'Iguanodon, avec une corne pointue sur le nez. Ce n'est que plus tard que les chercheurs comprirent qu'il s'agissait en réalité d'un pouce armé de pics, servant probablement à la défense. Cette méprise a influencé pendant des décennies l'iconographie de ce dinosaure. Il est aussi important de relever l'exemple de l'Archaeopteryx, souvent considéré comme un chaînon clé entre les dinosaures et les oiseaux modernes. Certains fossiles, pourtant fragmentaires, ont été interprétés comme appartenant à plusieurs espèces distinctes, tandis que d'autres, plus complets, montraient une réalité plus nuancée. De ce fait, certaines représentations anciennes présentaient des animaux dotés d'une queue exagérément longue ou de plumes inexistantes, alors que les fossiles plus récents et mieux étudiés révèlent une image plus fidèle et subtile. Dans le même esprit, l'erreur de sculpture mal orientée a joué un rôle dans la formation de malentendus. Par exemple, des vertèbres ou des os de la queue fixés à l'envers ont conduit à imaginer certains dinosaures avec une posture courbée ou rejetés vers le haut de façon peu naturelle, écartant parfois la tête de manière exagérée. Quand ces reconstructions furent exposées dans des musées, elles eurent un impact fort sur l'imaginaire populaire, fortifiant des représentations erronées qui perdurèrent durant plusieurs décennies. Enfin, n'oublions pas les erreurs liées aux fossiles fragmentaires de reptiles marins tels que le plésiosaure, dont les nombreuses reconstitutions ont parfois amalgamé différents squelettes, donnant naissance à des créatures hybrides au cou surdimensionné, avec plusieurs bouts de tête ou membres confondus.
Les musées et publications de l'époque ont souvent perpétué ces erreurs avant que la systématique paléontologique moderne ne rectifie ces malentendus. Dans tous ces cas, ces malentendus ne sont pas de simples erreurs anecdotiques, mais des reflets des défis naturels auxquels la paléontologie a dû faire face. Fragmentarité des fossiles, manque d'outils technologiques avancés, biais interprétatifs et la tentation humaine d'édifier des images cohérentes et spectaculaires parfois au détriment de la rigueur scientifique. Ces exemples illustrent aussi pourquoi la science paléontologique est continuellement en révision, ajustant ses théories et ses représentations à mesure que les techniques progressent et que de nouvelles découvertes apportent des précisions cruciales. Ainsi, la richesse de cette histoire mouvementée, faite de succès, mais aussi de malentendus, underscore l'importance d'approcher la paléontologie avec une humilité scientifique et celle d'accepter que nos images du passé, d'êtres disparus, soient provisoires. C'est dans ce contexte que prend tout son sens la naissance de mythes parfois extravagants, comme celui du dinosaure à 3 têtes, au croisement entre science balbutiante, imagination collective et erreur d'interprétation. L'étude approfondie du mythe du dinosaure à 3 têtes offre une illustration captivante de la manière dont les erreurs d'interprétation, les limitations technologiques et l'imaginaire collectif peuvent se conjuguer pour créer une créature presque aussi fascinante que fictive. Ce dinosaure, souvent évoqué dans différentes publications scientifiques ou populaires du 19e et du début du 20e siècle, n'a jamais été formellement reconnu par la paléontologie moderne. Pourtant, ses premières mentions et illustrations dans la littérature témoignent de l'impact durable et ambigu qu'une telle représentation a pu avoir sur la perception des dinosaures à travers le temps. Les sources de ce mythe remontent principalement aux périodes de fouilles intensives, où les récoltes fossiles étaient souvent fragmentaires, mêlant parfois plusieurs squelettes appartenant à différentes espèces. Parmi les récits les plus anciens, on trouve des descriptions de spécimens composés d'éléments osseux hétérogènes, mal assemblés par des scientifiques aussi enthousiastes qu'imparfaits dans leur méthode, ou par des découvreurs peu familiarisés avec la rigueur scientifique. Ces assemblages ont parfois donné lieu à la matérialisation de squelettes supposés appartenir à une seule créature, mais présentant à l'évidence plus d'une tête, en raison notamment de la présence de plusieurs crânes retrouvés très proches géographiquement, mais appartenant à des individus distincts. L'une des premières mentions formelles du dinosaure à 3 têtes se trouve dans certains rapports de musées européens, où des fossiles exhumés d'une même strate géologique ont été en quelque sorte fusionnés pour exposer une apparence spectaculaire, destinée à capter l'attention du public. À cette époque, la paléontologie se trouvait encore sous l'influence du romantisme scientifique, d'où cette propension à privilégier des reconstitutions impressionnantes, parfois au détriment de l'exactitude. Cette orientation a facilité la propagation de l'idée qu'un dinosaure à plusieurs têtes pouvait avoir existé. Ces premières descriptions décrivaient le dinosaure à 3 têtes comme un animal gigantesque, de la taille d'un tyrannosaurus ou d'un allosaurus, avec 3 crânes puissants équipés de mâchoires redoutables. Parfois, ces têtes étaient représentées comme capables de mouvements indépendants, renforçant le caractère terrifiant et chimérique de la créature. Ces récits se fondaient autant sur des interprétations erronées que sur une propension humaine à imaginer plus spectaculaire, ainsi que sur un héritage mythologique séculaire de monstres polycéphales, source d'une symbolique ambiguë. Quant aux illustrations, elles vécurent dans un univers oscillant entre science et art, souvent réalisés par des artistes naturalistes ou illustrateurs, travaillant en collaboration
avec des paléontologues. Dans plusieurs publications populaires du début du XXe siècle, notamment dans les journaux illustrés, les revues de vulgarisation scientifique, et même dans certains catalogues de musées, apparaissaient des images flamboyantes du dinosaure à 3 têtes. Ces illustrations montraient une créature décrite avec force détail, des écailles rugueuses, des langues fourchues, des quantités impressionnantes de dents et une posture agressive prête à en découdre. Un exemple particulièrement notable est celui d'un livre français, publié vers la fin du XIXe siècle, où un paléontologue amateur présenta un dinosaure, lui aussi à 3 têtes. L'auteur, en tentant d'expliquer des fossiles fragmentaires découverts dans une même région, ajouta à son récit une interprétation personnelle teintée de folklore local, mêlant observations scientifiques et légendes anciennes. La représentation graphique accompagnant ce livre fit sensation et fut reproduite dans divers périodiques, contribuant à installer durablement cette image dans l'imaginaire collectif. Cependant, au fil du temps, ces images et descriptions furent remises en question. L'avancée des connaissances paléontologiques permirent de démonter la supercherie des fossiles composites et des erreurs de reconstitution. La rigueur scientifique moderne a montré que ce dinosaure à 3 têtes était une création hétéroclite, née de la confusion de plusieurs spécimens distincts plutôt qu'une réalité biologique. Ce processus d'observation critique est aujourd'hui un exemple pédagogique sur la manière dont la paléontologie doit nécessairement conjuguer prudence, méthode et un regard détaché de la fascination pour l'extraordinaire. En somme, le dinosaure à 3 têtes demeure une figure mythique, née aux confins de la science balbutiante et de l'imagination populaire. Ses sources sont intrinsèquement liées aux limites de la compréhension scientifique de l'époque et aux influences culturelles qui mêlaient fréquemment faits observés et folklore ancien. Les premières illustrations, tout à fait marquantes, furent autant des œuvres d'art que des tentatives d'explication d'un passé obscur. Ce cas particulier illustre bien la complexité des interactions entre découvertes scientifiques, erreurs, imagination et représentation. Un dialogue qui traverse toute l'histoire de la paléontologie et qui continue encore aujourd'hui à nourrir notre passion pour les mystères du passé. L'émergence du mythe du dinosaure à 3 têtes s'inscrit dans un contexte scientifique et culturel complexe, où plusieurs facteurs, qu'ils soient matériels, technologiques ou cognitifs, ont convergé pour donner naissance à cette créature aussi fascinante qu'illusoire. Comprendre ces éléments est essentiel pour appréhender comment, au-delà des simples erreurs, un récit mythique a pu s'imposer durablement dans l'imaginaire collectif et même dans certains cercles scientifiques. Tout d'abord, le phénomène de confusion de spécimens constitue un des facteurs majeurs. Lors des premières grandes campagnes de fouilles au XIXe et début du XXe siècle, les paléontologues étaient confrontés à la réalité difficile du terrain. Les ossements retrouvés étaient souvent fragmentaires, disséminés et parfois mêlés, issus de plusieurs individus parasites ou d'espèces différentes déposées dans une même strate géologique. En tentant de reconstituer des squelettes complets, il arrivait fréquemment que des restes hétérogènes fussent assemblés sous la pression de fournir une représentation tangible d'un animal imaginaire. Cette émergence d'un squelette composite pouvait engendrer l'apparition d'attributs inhabituels, comme plusieurs crânes côte à côte, plausibles à tort, comme appartenant à une seule créature, à tête multiple. La difficulté de dissocier précisément ces fragments a donc largement contribué à la genèse du mythe. Parallèlement, les limitations technologiques de l'époque jouèrent un rôle non négligeable. Avant les progrès majeurs de la tomographie, de l'imagerie numérique ou de l'analyse ADN fossile, les recherches reposaient essentiellement sur des observations visuelles, parfois grossières,
et des outils manuels peu précis. Cette absence d'instruments sophistiqués empêchait une analyse anatomique fine et la vérification rigoureuse de la cohérence des assemblages proposés. Ainsi, les paléontologues s'appuyaient sur leur expérience, souvent soutenue par des hypothèses subjectives, entraînant des erreurs dans l'identification des os et leurs appels à reconstituer, parfois de manière hasardeuse, les squelettes retrouvés. Cela ouvrait la porte à des interprétations où plusieurs têtes ou parties anatomiques exagérées paraissaient crédibles. Un autre facteur d'importance est celui des biais cognitifs inhérents à l'esprit humain et à la communauté scientifique. Le désir naturel de découvrir quelque chose d'unique, d'extraordinaire, voire d'époustouflant, peut nourrir une surinterprétation des données fragmentaires. La tendance à privilégier des explications spectaculaires ou sensationnalistes, qu'elles soient conscientes ou non, conduit à des reconstructions qui favorisent le spectaculaire plutôt que la rigueur. Ce biais est renforcé par ce qu'on appelle la primauté cognitive. La première idée ou image retenue face à un ensemble flou d'informations tend à s'imposer solidement dans l'esprit, même face à des preuves contradictoires ultérieures. Le mythe du dinosaure à 3 têtes, une représentation saisissante, a d'autant plus facilement pris racine qu'il évoquait des symboles puissants déjà présents dans les mythologies anciennes, comme les hydres ou les chimères, à plusieurs têtes. Par ailleurs, la pression socio-économique liée à la publication, à la reconnaissance scientifique et à la compétitivité autour des découvertes de fossiles favorisa parfois des exagérations ou des erreurs restées sans correction immédiate. Dans certains cas, des paléontologues ou des collectionneurs peu scrupuleux ou trop précipités pouvaient assembler des fossiles composites dans le but d'attirer l'attention ou d'augmenter la valeur d'une pièce, sachant que des créatures exceptionnelles, notamment plusieurs têtes, généraient un grand intérêt médiatique et public. Il est également important de noter que le cadre médiatique et l'art popularisèrent certaines images sans toujours vérifier leur fondement scientifique. Les illustrations artistiques, très influencées par le romantisme et le sensationnalisme, amplifièrent le mythe en donnant corps visuel aux dinosaures multitêtes, souvent déconnectés des faits réels. Cette médiatisation participait à fixer dans l'opinion une représentation erronée qui survécut bien au-delà des premières publications scientifiques. Enfin, ces facteurs s'inscrivent dans une époque où la paléontologie était encore en construction, avec des connaissances incomplètes sur la diversité, la morphologie et la biologie des dinosaures. Le manque de comparateurs fiables et de cadres théoriques solides encourageait le recours à des hypothèses audacieuses et parfois fantaisistes. La rareté des restes fossiles, leur mauvais état de conservation, mais aussi l'influence des mythes anciens autour des créatures à plusieurs têtes, nourrissaient ainsi une lecture erronée des découvertes, favorisant l'apparition de chimères paléontologiques. En somme, le mythe du dinosaure à 3 têtes est le produit d'une conjonction de facteurs, la confusion inévitable des spécimens fragmentaires, les contraintes technologiques des méthodes d'analyse, les biais cognitifs humains, ainsi que les influences culturelles et médiatiques. Ce n'est pas simplement une erreur isolée, mais un phénomène complexe qui illustre combien la science, surtout dans ses débuts, se confronte à ses propres limites et à la tentation du spectaculaire. Ce regard critique sur les origines du mythe permet d'enrichir notre compréhension du rapport entre science, imagination et construction des savoirs, précisant ainsi pourquoi ce dinosaure à 3 têtes, n'existant pas dans la réalité biologique, demeure pourtant profondément ancré dans notre imaginaire collectif. Lorsque l'on s'intéresse aux erreurs célèbres et aux malentendus qui ont émaillé l'histoire de la paléontologie, le mythe du dinosaure à 3 têtes s'intègre parfaitement
dans une longue tradition d'interprétations erronées et de reconstructions hâtives. Pour mieux comprendre la nature de ces erreurs, il est éclairant de les comparer avec d'autres cas fameux, tels que le dinosaure à long cou du Jurassique et les fameux monstres apparus lors des premières découvertes paléontologiques en Chine au début du XXe siècle. Le dinosaure à long cou du Jurassique, souvent symbolisé par des genres comme le Diplodocus ou l'Apatosaurus, a lui aussi fait l'objet d'une série d'erreurs et de confusions notables. Bien que ces gigantesques sauropodes soient aujourd'hui bien documentés et mieux compris, leur histoire paléontologique a été marquée par des interprétations hasardeuses. À la fin du XIXe siècle, au cœur de la guerre des os entre Othniel Charles Marsh et Edward Drinker Cope, des squelettes partiels furent attribués à différentes espèces ou genres, souvent à tort. Ainsi, l'Apatosaurus a longtemps été confondu avec le Brontosaurus, un nom qui fut donné par Marsh à une espèce décrite à partir d'ossements fragmentaires, avant de s'avérer que ces deux catégories étaient en réalité la même. Ces confusions génèrent un monstre taxonomique, une sorte de chimère scientifique où l'on croyait avoir identifié plusieurs espèces distinctes, alors qu'il ne s'agissait que d'un seul genre. De plus, les premières reconstructions de ces dinosaures à long cou présentaient souvent des postures anatomiques erronées, comme une queue traînante au sol et un cou courbé verticalement, influant sur l'image que le public se faisait de ces créatures. Les erreurs ne s'arrêtent pas à l'Occident. La paléontologie chinoise a également connu ses propres périodes de malentendus, particulièrement dans ses débuts difficiles au XXe siècle. La découverte de fossiles dans des régions reculées et parfois peu explorées a conduit, dans un premier temps, à la description de créatures surnommées monstres en raison de leur apparence étrange et difficilement classifiable. Le cas des premiers spécimens de Rebbachisauridae ou de certains dinosaures composés de restes fragmentaires mal identifiés a souvent abouti à la création de nouvelles espèces ou genres sur des bases scientifiques insuffisantes. Ces monstres traduisent davantage une méconnaissance temporaire liée à la rareté des fossiles et aux difficultés de terrain qu'une réalité biologique, entraînant une inflation de noms scientifiques et des descriptions parfois fantaisistes. Une illustration particulièrement révélatrice est celle des premiers fossiles découverts dans la province du Liaoning, qui donnaient l'impression d'animaux arborant des plumes à poils, voire des combinaisons étranges de caractéristiques mammaliennes et reptiliennes. Ces découvertes, bien que majeures et révolutionnaires aujourd'hui, à l'époque ont également suscité des hypothèses parfois erronées, où la ligne entre faits avérés et spéculations restait floue. Les monstres chinois ont donc contribué à une dynamique similaire au mythe du dinosaure à trois têtes, une combinaison de curiosité intense, de données partielles et d'une imagination scientifique parfois trop prolifique. Comparativement, le mythe du dinosaure à trois têtes partage plusieurs caractéristiques clés avec ces autres erreurs. Tous ces cas montrent un contexte où des fossiles incomplets ou composites ont été interprétés à partir de connaissances limitées, donnant naissance à des représentations controversées, parfois extravagantes. Ils illustrent les dérives inhérentes à l'exploration d'un fait ancien et fragmentaire, des dérives amplifiées par les biais cognitifs humains et la pression sociale autour des grandes découvertes. Cependant, il faut aussi reconnaître que ces épisodes ont été ainsi de véritables moteurs d'évolution scientifique. Chaque erreur a poussé à améliorer les méthodes d'analyse, à affiner la stratigraphie, à développer des critères plus rigoureux de reconstitution et d'identification. De ce point de vue, les confusions célèbres comme celle du dinosaure à long cou ou des monstres chinois ont contribué à forger la maturité de la paléontologie moderne.
en l'incitant à accepter ses propres limites pour mieux progresser. En résumé, la comparaison avec d'autres erreurs paléontologiques fameuses nous aide à replacer le mythe du dinosaure à 3 têtes dans son contexte historique et scientifique. Plus qu'une simple fantaisie, ce mythe reflète des problématiques universelles et persistantes dans la discipline, liées à la complexité d'interpréter un passé lointain à partir de fragments imparfaits. Ainsi, ces histoires d'erreurs se transforment en leçons précieuses sur la nature même de la recherche scientifique, entre émerveillement, doute et quête infatigable de vérité. Le rôle de la presse et des médias dans la formation et la propagation d'images erronées autour des dinosaures est un phénomène aussi fascinant qu'important à comprendre pour saisir la place qu'occupent ces créatures préhistoriques dans notre imaginaire collectif. Depuis la fin du XIXe siècle et le début de la paléontologie moderne, la médiatisation des découvertes a sans cesse amplifié l'impact de certains récits et représentations, bien souvent au détriment de la rigueur scientifique. La multiplicité des informations, leur traitement parfois sensationnaliste et l'attrait naturel pour le spectaculaire ont ainsi contribué à transformer des hypothèses provisoires, des erreurs et des reconstructions inexactes en véritables mythes populaires diffusés massivement. Dès les premières grandes découvertes de fossiles de dinosaures, la presse s'est intéressée à ce nouveau monde fascinant, générant une véritable effervescence auprès du grand public. Les journaux, magazines et revues illustrées ont alors relayé avec enthousiasme les annonces de paléontologues, souvent en accentuant certains détails spectaculaires. Taille gigantesque, forme monstrueuse, comportement perçu comme sauvage ou belliqueux. Cette logique sensationnaliste a parfois conduit à des exagérations, à la surinterprétation d'informations fragmentaires, voire à la diffusion d'erreurs scientifiques non corrigées rapidement. En effet, sans contrôle rigoureux, certaines images et récits ont été présentés comme des vérités immuables, bien qu'elles reposassent sur des données incomplètes ou contestables. Dans ce contexte, le dinosaure à plusieurs têtes, et plus généralement les créatures extraordinaires, issues de fossiles composites ou d'erreurs paléontologiques, ont trouvé un terrain fertile pour se propager. Les médias ont largement contribué à fixer dans l'esprit du public ces images sensationnelles, en les associant souvent à des récits populaires ou à des mythes anciens, renforçant ainsi leur crédibilité apparente. Les illustrations réalisées pour la presse ou les livres de vulgarisation, embarqués par l'imagination des artistes, ont servi de vecteurs puissants, transformant ces figures en icônes visuelles indélébiles. Le cinéma, la télévision et plus récemment les jeux vidéo ont poursuivi et intensifié ce phénomène. Dès le début du XXe siècle, les films fantastiques ou d'aventure ont repris ces représentations exagérées, faisant des dinosaures des antagonistes impressionnants, parfois dotés d'attributs irréels, tels que plusieurs têtes ou des formes chimériques. Les productions audiovisuelles ont largement façonné l'image que des générations entières se font des dinosaures, mélangeant science et fiction sans toujours signaler clairement les distinctions. Ce phénomène a participé à ancrer dans la culture populaire des idées erronées ou des créatures purement imaginaires attribuées à tort à la réalité paléontologique. La presse spécialisée, parfois également en quête de contenu attractif, n'a pas toujours échappé à ces travers. Des titres à sensation ou des articles mettant en avant des découvertes prétendument révolutionnaires ont fait la part belle à des interprétations audacieuses, attisant parfois l'ambiguïté entre rigueur scientifique et spectacle. La diffusion accélérée d'informations, notamment via Internet aujourd'hui, multiplie ces défis, rendant la vérification encore plus cruciale et complexe. Il est important de noter que malgré ces dérives,
la médiatisation a aussi joué un rôle positif, en suscitant la curiosité générale pour la paléontologie, en finançant la recherche et en démocratisant la connaissance scientifique. Toutefois, cela rend d'autant plus nécessaire une communication claire, prudente et éthique autour des découvertes, pour éviter que des mythes ou des erreurs ne deviennent des croyances populaires figées. Ainsi, le rôle des médias dans la diffusion d'images et d'idées erronées sur les dinosaures illustre un aspect crucial des sciences. Leur lien intime avec la société, les représentations culturelles et la nécessité d'un équilibre délicat entre fascination, pédagogie et exactitude. La compréhension de ce mécanisme permet de mieux relativiser certains mythes persistants, comme celui des dinosaures à multiples têtes, et d'apprécier à sa juste valeur la démarche scientifique en constante quête de vérité et d'autocorrection. L'interprétation des fragments fossiles constitue l'un des défis majeurs auxquels la paléontologie doit faire face depuis ses débuts, en particulier dans l'étude des dinosaures et des reptiles préhistoriques. Ce domaine scientifique, encore jeune à l'échelle de l'histoire humaine, s'appuie souvent sur des restes incomplets, fragmentaires voire dégradés, qui offrent un puzzle complexe à reconstituer. Ces fragments posent ainsi des problèmes méthodologiques considérables, que les chercheurs tentent de surmonter avec de plus en plus de rigueur et d'outils, mais qui laissent parfois place à des ambiguïtés difficiles, voire insolubles. L'un des principaux obstacles réside dans la nature même de la fossilisation. La transformation de matière organique en fossile est un processus extrêmement rare et aléatoire. La majorité des organismes ne laissent pas de traces fossilifiées ou ne les conservent que partiellement. Les ossements retrouvés sont souvent fragmentaires, dispersés ou fortement altérés par l'érosion, la pression géologique et le passage du temps. D'autre part, dans une même couche géologique, plusieurs individus, parfois d'espèces différentes, peuvent être mêlés, ce qui complique davantage l'attribution des fragments à un même individu ou même à une même espèce. Sur le plan méthodologique, les paléontologues disposent d'outils et de protocoles pour tenter d'identifier, d'attribuer et de reconstituer ces fragments. L'approche comparative est centrale. Les fossiles sont comparés entre eux et avec des espèces connues, modernes ou fossiles, pour déterminer leur affiliation. Pourtant, cette méthode atteint souvent ses limites lorsque les fragments sont trop petits ou génériques, ne présentant pas de caractère diagnostique clairement défini. Par exemple, une vertèbre isolée ou un fragment de mâchoire, sans éléments spécifiques, peut correspondre à plusieurs espèces proches, voire à des familles différentes. Dans ces conditions, l'attribution devient hypothétique, susceptible de varier avec l'apparition de nouvelles découvertes ou d'analyses plus pointues. Ce problème est d'autant plus crucial que la création d'une nouvelle espèce ou genre peut reposer sur des fragments uniques, ce qui est fréquent dans la paléontologie historique, entraînant des risques de surclassification et des confusions. Cette incertitude amplifie les ambiguïtés dans la reconstitution des créatures, en particulier pour des aspects tels que la taille, la forme du crâne, le nombre de têtes ou la physiologie générale. Parfois, l'interprétation des fragments peut même prêter à la polysémie, donnant lieu à plusieurs hypothèses divergentes et, dans certains cas, à des débats sans issue claire parmi les spécialistes. Cette situation est exacerbée lorsque les fossiles manquent de contexte stratigraphique précis, ou lorsque les outils d'analyse ne peuvent pas trancher entre plusieurs alternatives plausibles. Par ailleurs, l'ambiguïté insoluble peut être alimentée par des phénomènes naturels. Par exemple, certains fossiles peuvent présenter des anomalies pathologiques, des déformations post-mortem, ou être des squelettes juxtaposés, naturellement enchevêtrés. Ces cas peuvent être interprétés à tort,
comme des caractéristiques morphologiques inhabituelles, comme la présence de plusieurs têtes, contribuant à la naissance de créatures hypothétiques ou mythiques dans la littérature scientifique ou populaire. L'évolution des techniques d'analyse, de l'imagerie tomographique aux méthodes numériques de modélisation en 3D, a permis de réduire ces ambiguïtés en offrant une meilleure visualisation interne et en facilitant les comparaisons anatomiques fines. Cependant, même avec ces avancées, certaines incertitudes restent difficiles à lever, notamment lorsque les fragments fossiles sont trop incomplets ou altérés, ou que les structures biologiques disparues n'ont aucun équivalent exact chez les espèces vivantes. Ce défi méthodologique ne concerne pas uniquement la paléontologie des dinosaures, mais plus globalement toute reconstruction historique basée sur des vestiges fragmentaires, illustrant les limites intrinsèques des sciences du passé. Il invite à une certaine humilité scientifique, à accepter que certaines questions resteront probablement sans réponse définitive. En ce sens, le mythe du dinosaure à 3 têtes illustre parfaitement cette difficulté. Il résulte en partie d'une interprétation erronée et ambitieuse de fragments fossiles ambigus, un phénomène récurrent dans l'histoire scientifique. En conclusion, le défi de l'interprétation des fragments fossiles révèle les limites méthodologiques actuelles et passées, ainsi que la nature parfois insoluble de certaines ambiguïtés. Il souligne l'importance de recouper les données, de rester prudent dans les conclusions avancées et d'apprécier la paléontologie comme une discipline en constante évolution, où les certitudes d'aujourd'hui peuvent être les erreurs de demain. Cette réflexion est centrale pour comprendre pourquoi certains mythes, comme celui des dinosaures à multiples têtes, ont pu émerger, persister et nourrir durablement notre imaginaire. Dans le vaste univers de la paléontologie, la reconstruction visuelle des animaux disparus joue un rôle fondamental. Mais cette étape cruciale est aussi marquée par une tentation longtemps présente, celle de la reconstruction exagérée. Cette dynamique complexe lie étroitement le paléoart, art dédié à la représentation des fossiles et des êtres préhistoriques, à la science elle-même, posant un débat subtil entre nécessité artistique, exigence scientifique et fascination populaire. La reconstruction exagérée est souvent une conséquence d'un cercle vertueux ou vicieux, selon le point de vue. Face à des restes fossiles fragmentaires, le regard humain, naturellement porté vers le spectaculaire, tend à combler les vides ou à amplifier certains traits pour rendre la créature plus impressionnante ou cohérente visuellement. Ainsi, le paléoartiste, confronté à l'absence de données précises sur la couleur, la texture de la peau ou même les postures exactes, doit souvent faire appel à l'imagination appuyée sur des analogies avec la faune actuelle ou d'autres fossiles mieux connus. Ce processus, s'il est indispensable, peut aussi conduire à des représentations où la réalité est déformée, où les caractéristiques sont exagérées au point de créer des chimères visuelles plus proches du mythe que de la vérité scientifique. Dès les débuts de la paléontologie au XIXe siècle, cette tentation s'est manifestée. Les fossiles mal compris et la pression sociale pour des images saisissantes ont poussé certains chercheurs et artistes à privilégier des aspects spectaculaires, crêtes hypertrophiées, multiples têtes, épines gigantesques, qui attiraient la curiosité et renforçaient le prestige des découvertes. Les reconstructions de dinosaures aux allures de monstres terrifiants ont ainsi souvent reflété moins la réalité biologique que l'état de la connaissance, mêlée à une part de fantaisie encouragée par la culture de l'époque. Le paléoart, en tant qu'art à la croisée des sciences naturelles et des arts graphiques, a porté ce mélange d'exactitude et de créativité. Les premiers artistes naturalistes, souvent formés à l'anatomie comparée, mais confrontés à un vide iconographique, ont eu la lourde tâche de donner vie à des mondes disparus.
ils ont voulu transmettre une image saisissante et pédagogique, en même temps qu'expressive. Cette volonté a parfois nourri la tentation de l'exagération, non pour tromper, mais pour captiver et mieux transmettre l'émerveillement suscité par ces êtres démesurés. Cependant, cet équilibre fragile tient aussi à l'évolution des méthodes scientifiques et techniques. Au fil du temps, la précision des récits fossiles, l'analyse fine des muscles, des articulations, la découverte de fossiles exceptionnellement bien conservés, comme ceux avec empreintes de peau ou de plumes, ont progressivement restreint la marge d'erreur artistique. La palette esthétique s'est alors affinée proportionnellement aux connaissances, donnant naissance à un paléoart plus rigoureux, mais toujours profondément attaché à l'esthétique visuelle et à la narration. Les enjeux du paléoart dépassent donc la simple illustration. Ils influencent la perception scientifique et populaire des animaux disparus. Des reconstructions exagérées peuvent induire en erreur, perpétuer des mythes, comme celui d'un dinosaure à 3 têtes, voire impacter les hypothèses sur le comportement ou l'écologie des espèces. À l'inverse, un paléoart rigoureux mais vivant donne du relief à la science, favorisant la transmission des savoirs et la sensibilisation du public. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies numériques, l'impression 3D, la modélisation virtuelle, le photoréalisme et les animations, le paléoart intègre mieux que jamais les données scientifiques, réduisant les excès tout en gardant la capacité de stimuler l'imagination. Cette nouvelle frontière artistique et scientifique invite aussi à réfléchir aux responsabilités des paléoartistes. Il ne s'agit plus seulement de produire des images esthétiques, mais de respecter la complexité de la nature disparue et les incertitudes inhérentes. Enfin, la tentation de la reconstruction exagérée et les enjeux du paléoart reflètent une tension permanente entre réalité scientifique et perception humaine. Ils illustrent combien la connaissance du passé, loin d'être figée, est une quête vivante et dynamique, où chaque image, chaque interprétation est un compromis entre l'invisible fragmenté des fossiles et le regard infini de notre imagination. Depuis plusieurs décennies, la paléontologie connaît une révolution technologique majeure grâce aux méthodes modernes qui permettent d'éviter, voire de corriger, les erreurs liées aux fossiles composites. Ces avancées techniques ont profondément transformé la manière dont les chercheurs étudient et interprètent les restes fossiles, renforçant la fiabilité des reconstitutions et limitant la formation de créatures fantastiques issues d'assemblages erronés. Plongeons dans les principales innovations qui participent aujourd'hui à ce progrès scientifique. L'imagerie médicale, en particulier la tomodensitométrie, scanner, est l'un des outils phares. Elle offre la possibilité de visualiser l'intérieur des fossiles en 3D, sans les endommager. Cette technologie permet d'analyser la structure osseuse, de distinguer différents fragments souvent cimentés ensemble et de détecter d'éventuelles incohérences anatomiques qui seraient invisibles à l'œil nu. Par exemple, dans un squelette suspecté d'être hybride, le scanner peut révéler des différences de densité osseuse, des fractures anciennes ou des jonctions artificielles, signes caractéristiques d'un assemblage composite. Les volumes en 3D obtenus facilitent également la modélisation numérique, aidant les scientifiques à reconstruire avec précision la morphologie et la posture des animaux disparus. Parallèlement, la photogrammétrie et la modélisation 3D photoréaliste sont largement utilisées pour documenter finement les fossiles et leur contexte géologique. Ces techniques permettent aux chercheurs de collaborer à distance, de partager des modèles numériques à haute résolution et de comparer minutieusement différents spécimens. Elles sont également précieuses pour distinguer des éléments appartenant à différentes espèces ou individus en croisant les données morphologiques avec l'environnement stratigraphique.
Un autre axe d'innovation réside dans l'analyse biomoléculaire. Bien que l'extraction d'ADN fossile soit extrêmement rare et généralement impossible sur les dinosaures vieux de plusieurs dizaines de millions d'années, certaines protéines ou molécules organiques peuvent être identifiées dans des fossiles plus récents. Ces informations, venues de la paléogénétique, aident à confirmer l'affiliation taxonomique des restes, apportant un nouveau regard sur la diversité et les lignées évolutives. Par ailleurs, l'identification de composants chimiques spécifiques peut servir à distinguer des fragments appartenant à différentes espèces ou à écarter des faux assemblages. La stratigraphie moderne, combinée à la datation radiométrique, joue aussi un rôle essentiel pour éviter les erreurs d'assemblage. En étudiant précisément les couches géologiques où les fossiles sont trouvés, il devient possible de corréler chaque fragment à un contexte chronologique et environnemental cohérent. Ainsi, des restes mêlés provenant de niveaux distincts peuvent être identifiés et évités dans les reconstitutions, limitant le risque de créer des chimères. Enfin, l'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage machine commencent à être intégrés dans l'analyse paléontologique. Ils permettent d'automatiser la reconnaissance des formes, de segmenter les fragments et d'effectuer des comparaisons volumineuses entre des milliers de données fossiles. Cette approche révolutionnaire ouvre la voie à une amélioration exponentielle de la précision dans l'attribution des ossements, réduisant ainsi encore plus le risque d'erreur. Ces méthodes modernes assurent aujourd'hui une rigueur scientifique accrue. Elles constituent une réponse directe aux problèmes rencontrés dans le passé, notamment le phénomène des fossiles composites. En permettant une analyse fine et multidisciplinaire des fragments et en intégrant des technologies de pointe, la paléontologie gagne en fiabilité tout en enrichissant ses connaissances. Cependant, il est important de souligner que ces technologies ne suppriment pas entièrement les incertitudes. Le travail de terrain, l'expertise anatomique et l'esprit critique restent indispensables pour interpréter correctement les données. De plus, certains cas problématiques, liés à la rareté des fossiles ou à leur état de conservation, exigent une prudence extrême dans les conclusions. En somme, les méthodes modernes, imagerie tomographique, analyse biomoléculaire, stratigraphie affinée, modélisation 3D et intelligence artificielle, constituent un arsenal scientifique efficace pour prévenir la formation de fossiles composites erronés et pour améliorer la compréhension des mondes fossiles. Elles participent à transformer la paléontologie en une discipline de plus en plus rigoureuse, capable de démêler le vrai du faux dans les profondeurs du temps, tout en continuant à nourrir l'émerveillement scientifique et humain face aux créatures fascinantes qui ont foulé notre planète. Dans le vaste champ de la paléontologie, les spécimens fossiles que les chercheurs découvrent sont souvent incomplets, fragmentaires et parfois ambigus, posant un véritable défi dans leur interprétation. Ces spécimens problématiques représentent des cas où même avec les méthodologies et technologies modernes, l'identification précise, l'attribution taxonomique et la compréhension de la morphologie restent difficiles, voire impossibles à trancher avec certitude. Cette incertitude ouvre la voie à des débats parfois passionnés au sein de la communauté scientifique, alimentés par la complexité des données et la légitimité de différentes interprétations. Les spécimens problématiques peuvent résulter de diverses circonstances. Souvent, il s'agit de fossiles très fragmentaires ou déformés par des processus taphonomiques qui altèrent l'aspect des ossements. Il arrive également que plusieurs individus fossilisés, ensemble dans une même strate, aient été mêlés, ce qui complique la distinction de chaque espèce ou individu. Certaines anomalies anatomiques, telles que des pathologies, des malformations ou des variations naturelles,
ajoutent à la difficulté d'établir une classification claire. Parfois encore, des espèces peu connues ou mal représentées dans le registre fossile ne disposent pas de comparateurs fiables, limitant d'autant la certitude des interprétations. Ces zones d'ombre sont à l'origine de débats scientifiques durables. Prenons l'exemple des controverses autour de certains dinosaures théropodes de taille moyenne, découverts à partir de restes partiels. Les paléontologues peuvent diverger sur l'attribution à une espèce déjà connue ou à l'identification d'une espèce nouvelle. Les critères utilisés, morphologie des os, articulation, taille, sont parfois insuffisants et sujets à interprétation. Ces désaccords donnent lieu à des publications contradictoires, où chaque groupe de chercheurs défend sa thèse avec rigueur, tout en reconnaissant souvent l'incertitude chronique. Un autre aspect fréquemment débattu concerne les restitutions fonctionnelles et comportementales issues de ces fragments. Par exemple, des os atypiques peuvent être interprétés soit comme des adaptations évolutives particulières, soit comme des anomalies pathologiques. Dans ce cas, la question s'étend à l'écologie et au mode de vie de l'animal, complexifiant encore la compréhension globale. Ces débats ne se limitent pas aux aspects scientifiques, mais touchent aussi aux enjeux communicationnels et aux conséquences dans la classification officielle des espèces. Parmi les paléontologues, certains prônent la prudence extrême, préférant ne pas créer de nouvelles espèces sur la base de fragments douteux, afin d'éviter la prolifération de taxons invalides, phénomène appelé taxonomie descriptorium. D'autres défendent une approche plus audacieuse, considérant que seules de telles propositions peuvent faire avancer la science, même si elles doivent être remises en question plus tard. L'existence de spécimens problématiques nourrit d'ailleurs, dans une certaine mesure, la richesse de la paléontologie. Ces zones d'ombre stimulent la recherche de nouvelles méthodes analytiques, l'exploration de sites supplémentaires et l'amélioration des techniques allant de l'imagerie 3D à la paléogénétique. Ces efforts tendent à réduire progressivement les incertitudes, même si certaines ambiguïtés resteront probablement insolubles en raison du temps écoulé et des limites intrinsèques des archives fossiles. Les débats autour de spécimens problématiques soulignent aussi la nature dynamique de la paléontologie. Cette science ne repose pas sur des vérités définitives, mais sur une construction progressive des savoirs, faite de remises en question, de corrections et d'enrichissement continu. L'humilité scientifique est essentielle pour accepter que certaines questions resteront ouvertes, que certaines espèces, fantômes ou créatures hypothétiques continueront d'exister dans les marges de notre compréhension. Ainsi, au cœur de ces discussions se trouve une tension productive entre certitude et doute, rigueur méthodologique et ouverture à l'hypothèse, qui alimente le progrès scientifique. Les spécimens problématiques sont donc bien plus que des sources de confusion. Ils sont les témoins vivants d'une science en devenir, où le dialogue entre spécialistes et la confrontation des points de vue constitue la clé pour approcher peu à peu la réalité. Aussi lointaine et mystérieuse soit-elle, des créatures ayant foulé la Terre bien avant nous. La frontière entre science rigoureuse et imaginaire débordant est particulièrement fragile lorsque l'on traite de créatures hypothétiques issues de fragments fossiles incomplets. En paléontologie, cette zone d'ombre est omniprésente, car la majorité des découvertes reposent sur des restes fragmentaires, souvent dispersés et partiellement altérés. C'est dans cet interstice entre données scientifiques réelles et interprétations spéculatives que naissent de nombreuses créatures hybrides, merveilles de l'imagination humaine, autant que reflets des limitations méthodologiques. Les fragments fossiles sont souvent loin de constituer des squelettes complets. Leur rareté et leur fragmentation imposent aux paléontologues de reconstituer des organismes entiers à partir de quelques os isolés ou parcimonieux.
Cette nécessité pousse parfois à formuler des hypothèses audacieuses sur la forme et la fonction de ces animaux disparus. Des hypothèses certes scientifiques, mais qui peuvent glisser vers la fiction lorsque les évidences tangibles font défaut. Ainsi, certaines créatures décrites dans la littérature scientifique des 19e et 20e siècles, et parfois relayées dans la culture populaire, résultent d'assemblages astucieux ou hasardeux de fragments disparates. Ces créatures, souvent dotées de caractéristiques étranges comme plusieurs têtes, des membres atypiques ou des anatomies impossibles, traduisent ces reconstitutions où la science rencontre la fantaisie. Le dinosaure à 3 têtes en est un exemple emblématique. Il puise son existence dans la superposition fortuite de plusieurs crânes et os squelettiques d'espèces distinctes, interprétés comme appartenant à une seule et même entité. L'admiration pour l'extraordinaire et la nécessité d'expliquer l'inexpliqué favorisent cette approche entre science et fiction. Par ailleurs, certaines spéculations visent à combler les lacunes du registre fossile, illustrant ainsi la tentation de tirer des conclusions hâtives à partir de données limitées. Ces hypothèses, bien que basées sur une méthodologie scientifique, ne peuvent que difficilement être vérifiées et restent en grande partie conjecturales. Ce phénomène est aussi amplifié par la transmission des savoirs au grand public. Les reconstructions artistiques, les romans, les documentaires et les médias popularisent souvent ces créatures hybrides, sans toujours préciser leur statut hypothétique. Le mythe prend alors racine, mudant la perception des dinosaures et autres reptiles préhistoriques, générant parfois confusion, voire croyances erronées. Cependant, loin d'être de simples erreurs, ces créatures hypothétiques nourrissent également la science, car elles stimulent la recherche et poussent à améliorer les méthodes d'analyse. La paléontologie moderne s'appuie de plus en plus sur les technologies d'imagerie numérique, la comparaison phylogénétique et les découvertes de fossiles mieux conservés pour affiner et corriger ces modèles. La science progresse ainsi en distinguant progressivement le réel du spéculatif. En définitive, l'histoire des créatures issues de fragments incomplets illustre à merveille le dialogue incessant entre spéculation scientifique et fiction imaginative. Ce sont des symboles puissants de notre quête pour comprendre un passé lointain et mystérieux, qui restera toujours marqué par un équilibre fragile entre ce qui peut être affirmé et ce qui reste à découvrir, voire à rêver. Depuis l'Antiquité, les mythes peuplent notre imaginaire collectif de créatures extraordinaires, souvent monstrueuses et dotées de caractéristiques hors du commun, telles que plusieurs têtes, des corps hybrides ou des pouvoirs surnaturels. Parmi ces figures emblématiques, l'hydre, la chimère et le dragon jouent un rôle central, non seulement dans la construction culturelle des peuples anciens, mais aussi dans la manière contemporaine d'appréhender et d'interpréter les fossiles découverts par la paléontologie. L'influence de ces mythes antiques et médiévaux se révèle profonde et complexe, nourrissant autant les interprétations erronées que l'imaginaire scientifique associé aux dinosaures et autres reptiles préhistoriques. Prenons d'abord l'hydre, cette créature mythologique grecque, souvent décrite comme un serpent d'eau doté de plusieurs têtes, capable de régénérer 2 têtes à chaque fois que l'une est tranchée. L'hydre est l'un des premiers symboles connus de la polycéphalie, illustrant la peur et le défi d'un ennemi multiplié, insaisissable. Cette image, profondément ancrée dans l'esprit occidental, semble résonner avec certains assemblages fossiles d'os qui, mal interprétés, donnaient naissance à des créatures à plusieurs têtes dans l'imaginaire paléontologique. De plus, le mythe de l'hydre personnifie le concept d'une menace complexe et insurmontable, une idée séduisante
qui transpose aisément à des animaux disparus au passé énigmatique, dont on avait encore peu de compréhension complète. La chimère, autre figure légendaire issue de la mythologie grecque, combine plusieurs animaux en un seul être, généralement avec une tête de lion, une tête de chèvre et une queue de serpent. Cette hybridation symbolise le chaos, la fusion de forces diverses et le mystère. Dans la représentation paléontologique, la chimère préfigure les reconstitutions erronées, où des fragments osseux appartenant à plusieurs espèces étaient assemblés pour créer un nouveau dinosaure ou un monstre préhistorique hybride. Ces assemblages erronés ont directement puisé dans cet imaginaire historique, renforçant la croyance que des créatures aussi composites pouvaient exister naturellement. Quant au dragon, sa représentation médiévale, féroce et imposante, a transcendé les frontières culturelles pour devenir un archétype mondial. Incarnation de la puissance destructrice, le dragon partage fréquemment l'image d'une énorme créature reptilienne, souvent avec plusieurs têtes ou une morphologie exagérée. Les retrouvailles paléontologiques avec de gigantesques fossiles avaient au fait de réactiver ce mythe profond, faisant des dinosaures des incarnations réelles ou métaphoriques des dragons. Ainsi, les premières représentations médiévales de dragons ont influencé la manière dont les fossiles étaient interprétés et représentés, instillant des images démesurées et parfois erronées, qui perdurent parfois dans l'art et la culture populaire. Ces mythes antiques et médiévaux n'ont pas agi de manière isolée, mais ont souvent servi de cadre symbolique et narratif pour expliquer l'inconnu. Face à des fossiles mystérieux, décontextualisés, la culture humaine cherche naturellement à leur attribuer une signification familière. L'alliance de la peur, de la fascination et de la quête de sens a donc conduit à la création et à la perpétuation de ces images de créatures fantastiques à plusieurs têtes ou de monstres hybrides. En cela, ces mythes ont constitué une lentille à travers laquelle les premières découvertes paléontologiques furent interprétées, mêlant sciences naissantes et traditions anciennes. Par ailleurs, cette influence mythologique souligne la dialectique entre science et culture. Si la paléontologie moderne s'efforce de dissocier rigoureusement faits et fiction, elle reste inscrite dans une histoire culturelle où les récits anciens résonnent toujours en arrière-plan. C'est cette double nature qui explique pourquoi, même aujourd'hui, certaines représentations scientifiques des dinosaures continuent d'évoquer une forme de merveilleux, témoignant de cet héritage ancien. En conclusion, l'imaginaire paléontologique est profondément marqué par les mythes antiques et médiévaux tels que l'hydre, la chimère ou le dragon. Ces figures légendaires ont non seulement nourri les erreurs et confusions dans la reconstruction des animaux disparus, mais ont aussi forgé un langage symbolique puissant, révélateur de nos aspirations à expliquer l'inconnu à travers la mémoire collective et la créativité humaine. Cette influence ancestrale illustre combien la science, même en quête d'objectivité, reste inséparable de la culture et du mythe, éléments indissociables de l'expérience humaine. La polycéphalie, ou la présence de plusieurs têtes sur un même individu, est un phénomène rare, mais avéré, tant dans la nature moderne que dans le registre fossile. Étudier ces cas d'animaux à deux têtes, voire plus, permet non seulement d'éclairer certains mythes anciennement suscitant dans l'imaginaire collectif, tels que le dinosaure à trois têtes, mais aussi de mieux comprendre les anomalies génétiques et développementales chez les reptiles et autres vertébrés, qu'ils soient anciens ou contemporains. Dans la nature moderne, les cas de polycéphalie sont extrêmement rares, et la majorité concerne des reptiles, notamment des serpents et des tortues. Ces animaux naissent avec deux têtes en raison d'une anomalie du développement embryonnaire.
souvent liée à une division incomplète de l'embryon jumeau. Un phénomène proche de la naissance de jumeaux siamois. Ces spécimens polycéphales présentent souvent des fonctions vitales compromises, notamment des difficultés pour se nourrir ou se déplacer, ce qui réduit considérablement leurs chances de survie à l'état sauvage. Cependant, quelques cas remarquables, notamment en captivité, ont été observés où ces animaux survivent plusieurs années. Les animaux à 2 têtes peuvent également présenter des comportements surprenants, chaque tête pouvant avoir un certain degré d'autonomie dans le contrôle moteur et la prise de décision, ce qui crée des situations où les 2 têtes se disputent le contrôle général du corps. Ces particularités ont fasciné les biologistes, mais aussi les amateurs de curiosité naturelle, alimentant la présence de figures à plusieurs têtes dans l'imaginaire collectif depuis l'Antiquité. Sur le plan fossile, la polycéphalie est beaucoup plus difficile à documenter, car les anomalies osseuses peuvent être détruites par la fossilisation ou difficiles à distinguer des blessures ou pathologies. Néanmoins, certains cas ont pu être identifiés chez des reptiles préhistoriques, notamment dans les archives fossiles de tortues ou de petits dinosaures. Ces fossiles permettent de confirmer que ce phénomène n'est pas exclusivement moderne, mais qu'il s'inscrit dans un processus naturel ancien, bien que sporadique. Ces cas de polycéphalie fossile sont souvent marginaux en termes d'impact biologique et ne représentent pas d'espèces distinctes, contrairement à ce que certains mythes peuvent suggérer. Leur étude reste cependant précieuse pour comprendre la diversité des trajectoires développementales et les limites biologiques des organismes. L'intérêt scientifique envers la polycéphalie éclaire également certains malentendus fameux dans l'histoire de la paléontologie. Les spécimens doubles, mal interprétés dans le passé, ont parfois été à l'origine de descriptions erronées de dinosaures multiceps, comme le dinosaure à 3 têtes. En effet, la découverte de plusieurs crânes ou fragments osseux proches a pu être à tort assemblés en une seule créature, à multiples têtes, sans considération suffisante des cas d'anomalies congénitales, ou tout simplement d'une superposition accidentelle de fossiles. Aujourd'hui, la frontière entre études rigoureuses et mythologie est mieux définie, mais la fascination pour les animaux polycéphales persiste, alimentée par leur rareté et leur étrangeté. Ils incarnent une forme naturelle d'exception, reliant science, curiosité humaine et légendes anciennes. En somme, la polycéphalie, qu'elle soit observée chez des animaux contemporains ou attestée dans le registre fossile, offre une clé importante pour déconstruire certains mythes paléontologiques et comprendre mieux les phénomènes biologiques liés aux anomalies génétiques et au développement embryonnaire. Ces cas avérés illustrent à la fois la richesse et les limites de la nature, ainsi que le rôle que jouent les anomalies dans la construction de notre imaginaire collectif sur les créatures disparues ou fantastiques. Les erreurs paléontologiques, qu'elles soient issues d'interprétations hâtives, de fossiles composites ou de reconstructions imaginatives, ont eu un impact profond sur la perception publique de la paléontologie, ainsi que sur la culture populaire dans son ensemble. Ces erreurs n'ont pas simplement retardé la compréhension scientifique des dinosaures et autres créatures préhistoriques. Elles ont aussi façonné durablement notre imaginaire collectif, influençant la manière dont ces animaux sont représentés dans le cinéma, la littérature, les jeux vidéo et d'autres formes de médias. Au cœur des conséquences de ces erreurs se trouve la création d'icônes visuelles parfois fausses, mais extrêmement puissantes. Par exemple, des dinosaures aux postures rigides, marchant souvent avec la queue traînante, ou dotés de têtes multiples ou de franges exagérées, sont devenus familiers au grand public. Ces images, initialement issues de reconstructions erronées, sont restées gravées dans la mémoire populaire, reproduites à grande échelle dans les documentaires, films et livres pour enfants.
Le fameux dinosaure à 3 têtes, bien qu'inexistant scientifiquement, illustre parfaitement cette dynamique où une erreur scientifique se transforme en mythe culturel. Au cinéma, la représentation des dinosaures a été largement influencée par ces erreurs historiques. Des productions majeures, telles que la saga Jurassic Park, ont popularisé des images de dinosaures souvent revisitées à la lumière des avancées scientifiques, mais qui restent parfois marquées par des stéréotypes hérités des erreurs passées. Des créatures fantastiques, aux traits exagérés ou animées d'un comportement bestial et irrationnel, renforcent la fascination, mais aussi parfois la déformation de la réalité biologique. Par ailleurs, certains films d'horreur ou de science-fiction utilisent de volontiers ces images pour créer des monstres à plusieurs têtes, géants ou hybrides, amplifiant ainsi la confusion entre science et fiction. La littérature de fiction, et tout particulièrement la fantasy et la science-fiction, a également abondamment puisé dans ces représentations exagérées ou erronées pour construire ces univers. Les dragons polycéphales, chimères ou dinosaures multiformes deviennent des archétypes narratifs, incarnant la peur de l'inconnu, la puissance maléfique ou l'énigme du passé. Ainsi, la science paléontologique et les erreurs qu'elle a pu commettre ponctuent les récits fictifs, brouillant souvent les frontières entre réalité scientifique et imaginaire. Les jeux vidéo, en tant que médias modernes puissants, s'inscrivent pleinement dans cette continuité. Beaucoup reproduisent des modèles de créatures basés sur des représentations datées ou fantasmées, donnant une place de choix aux monstres multis, aux dinosaures géants et aux hybrides conçus à partir d'assemblages imaginaires. Ces jeux influencent particulièrement les jeunes générations, forgeant des perceptions parfois très éloignées de la réalité paléontologique, mais riches en éléments ludiques et dramatiques. La conséquence directe de cette diffusion d'images erronées est un paradoxe. Si ces représentations ont suscité l'engouement général pour la paléontologie, elles ont aussi nourri des malentendus, voire des croyances fausses sur l'histoire naturelle. Cela peut entraver la compréhension scientifique, créer des résistances face à l'évolution des connaissances, ou alimenter la désinformation populaire. De plus, ces erreurs continuent parfois à être reprises par des médias peu scrupuleux, cherchant le sensationnalisme plutôt que la rigueur, prolongeant la vie de mythes sans fondement. Cependant, cette double dynamique offre aussi une opportunité pédagogique. Les chercheurs, musées et vulgarisateurs utilisent aujourd'hui ces erreurs comme des points d'entrée pour expliquer l'histoire des sciences, l'importance de la méthode scientifique et la nécessité de l'autocritique. En montrant comment les connaissances paléontologiques ont évolué, ils réveillent l'intérêt du public pour la démarche scientifique et la complexité de l'interprétation des fossiles. En définitive, les erreurs paléontologiques ont profondément marqué la culture populaire, transformant la paléontologie en un domaine à la fois fascinant et mythique, où la frontière entre science et fiction est souvent floue. Cette influence souligne la responsabilité des scientifiques et des médias dans la communication de la science, afin de préserver autant que possible l'exactitude tout en nourrissant la curiosité et l'émerveillement. Ainsi, ces erreurs sont à la fois le produit d'un passé scientifique en construction et le moteur d'une culture populaire riche, témoignant de notre fascination sans fin pour les mystères des temps anciens. La science, par nature, cherche à explorer l'inconnu avec rigueur, méthodologie et esprit critique. Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines telles que la paléontologie, où les données reposent souvent sur des fragments fossiles partiels, les incertitudes sont grandes et la tentation de la spéculation peut devenir forte. Cette dynamique place les chercheurs face à une frontière délicate entre spéculation scientifique rigoureuse, c'est-à-dire fondée sur des hypothèses raisonnables et vérifiables,
et dérive sensationnaliste, qui peut chercher à attirer l'attention par des affirmations exagérées ou non étayées. Ce débat éthique est un enjeu crucial dans la communication scientifique, notamment dans la diffusion des résultats et la présentation au grand public. La spéculation scientifique rigoureuse constitue un moteur indispensable de la recherche. Elle permet d'élaborer des hypothèses provisoires lorsque les données sont incomplètes, ouvrant ainsi des perspectives nouvelles et encourageant le développement d'outils ou de fouilles supplémentaires. Dans le contexte paléontologique, cette spéculation peut prendre la forme de reconstitutions anatomiques suggérées, de propositions sur le comportement ou l'écologie des espèces, ou encore d'interprétations évolutives. Lorsqu'elle est clairement identifiée comme telle, cette dimension hypothétique stimule la réflexion scientifique et invite à la prudence. Cependant, la tentation sensationnaliste fait souvent irruption face à certaines pressions externes. La médiatisation accrue, les impératifs de financement, la compétitivité entre chercheurs ou institutions et l'attention du public peuvent inciter à amplifier certaines découvertes pour capter l'intérêt. Cela se manifeste par des annonces prématurées, des titres accrocheurs, voire des interprétations excessives sans preuve suffisante. Dans le domaine des dinosaures, cette dérive a parfois généré des découvertes spectaculaires. Un dinosaure à 3 têtes, des créatures aux comportements extravagants, qui suscitent fascination, mais manquent de fondements solides. Cette frontière floue entre spéculation constructive et dérive sensationnaliste soulève plusieurs questionnements éthiques. Le premier concerne la responsabilité des scientifiques dans la présentation honnête de leurs résultats. Ils doivent éviter de surestimer la portée de leurs données ou de masquer les incertitudes pour ne pas diffuser de fausses informations. Le second se situe au niveau des médias, qui doivent faire preuve de rigueur et d'esprit critique dans la traduction des savoirs scientifiques pour le grand public, en évitant le sensationnalisme facile. De nombreux travaux récents insistent sur l'importance de la transparence, de la contextualisation des découvertes et de la communication nuancée, notamment en explicitant ce qui relève de la certitude et ce qui est spéculatif. Les organismes scientifiques et muséaux développent ainsi des codes de déontologie et des plateformes pédagogiques pour sensibiliser les audiences au cheminement scientifique et à ses limites. Ce débat éthique impacte directement la perception publique de la paléontologie. Les dérives sensationnalistes peuvent générer des désillusions ultérieures ou des scepticismes face à la science, tandis qu'une communication rigoureuse favorise la confiance, l'éducation scientifique et la fascination raisonnée pour la connaissance du passé. En ce sens, il s'agit d'un équilibre délicat entre émerveillement légitime et respect des faits, essentiel pour pérenniser la crédibilité de la discipline. En conclusion, la frontière entre spéculation scientifique rigoureuse et dérive sensationnaliste est un enjeu central dans la communication paléontologique. Elle nécessite une vigilance constante et une éthique partagée entre chercheurs, journalistes et institutions afin d'assurer une diffusion fiable, passionnante, mais honnête des aventures de la science à la découverte des mondes disparus. La paléontologie, en tant que science dédiée à l'étude des êtres vivants du passé, est intrinsèquement confrontée à des limites majeures qui conditionnent la compréhension que nous pouvons avoir du monde ancien. Ces limites sont en grande partie liées à la nature même des témoins matériels dont elle dispose. Les fossiles, vestiges fragmentaires et souvent altérés des organismes disparus depuis des millions d'années. Les phénomènes de fossiles perdus, d'érosion naturelle et la rareté générale des restes fossiles imposent une prudence fondamentale dans l'interprétation des données et dans la construction des connaissances.
D'abord, la formation d'un fossile est un processus extrêmement rare et délicat. Pour qu'un organisme soit fossilisé, plusieurs conditions doivent être réunies. Une mort rapide, une protection efficace contre les agents externes de dégradation, une minéralisation favorable et un enfouissement durable dans des contextes géologiques stables. La vaste majorité des êtres vivants n'ont laissé aucun reste fossile, ou alors des traces très partielles. Par conséquent, ce que les paléontologues retrouvent aujourd'hui ne constitue qu'une infime fraction de la biodiversité passée, offrant une perspective forcément incomplète. Ensuite, même lorsque des fossiles sont présents dans le registre géologique, ils sont soumis à l'action inexorable des forces d'érosion, de tectonique et d'altération chimique qui dispersent, décomposent ou modifient les dépôts. Ces phénomènes peuvent entraîner la destruction totale ou partielle des squelettes, ainsi que la perte de précieuses informations anatomiques. Ainsi, les fossiles que nous découvrons sont souvent fragmentaires, déformés ou mélangés à d'autres restes, provenant de différentes espèces ou individus, ce qui complique leur identification et leur analyse. La rareté des témoins matériels est également amplifiée par le fait que certains environnements sont beaucoup moins propices à la fossilisation que d'autres. Par exemple, les organismes vivants dans des milieux forestiers, montagneux ou à forte activité biologique sont moins susceptibles de se fossiliser que ceux des environnements marins ou fluviaux. Cela crée un biais dans le registre fossile, limitant la diversité des espèces représentées et, partant, la compréhension globale de la paléobiodiversité. Ces contraintes ont un impact direct sur la qualité et la quantité des données disponibles pour la reconstruction des espèces, la compréhension des interactions écologiques et l'étude des évolutions morphologiques et comportementales. Elles renforcent le rôle de l'interprétation et parfois de la spéculation dans l'élaboration des modèles scientifiques. La nécessité d'extrapoler à partir d'échantillons partiels combinés à des incertitudes permanentes fait peser un risque d'erreur, de fossiles composites ou d'hypothèses invérifiables. Par ailleurs, la disparition progressive de certains sites fossilifères ou la destruction due à des activités humaines, exploitation minière, urbanisation, constituent une menace supplémentaire pour le patrimoine paléontologique, limitant les possibilités futures de découverte et d'études. La conservation des sites, la mise en place de protocoles rigoureux et la valorisation scientifique sont ainsi devenus des enjeux cruciaux. Face à ces limites intrinsèques, les paléontologues adoptent une démarche d'humilité scientifique, reconnaissant que certaines énigmes resteront peut-être à jamais insolubles. Ils s'appuient sur le développement constant des technologies modernes, telles que l'imagerie avancée, la modélisation informatique et les analyses moléculaires, pour extraire un maximum d'informations des traces fossiles disponibles. La collaboration interdisciplinaire, le croisement des données stratigraphiques, géochimiques et comparatives permettent également de réduire les incertitudes. En résumé, la paléontologie évolue dans un cadre où les témoins matériels sont à la fois rares, fragmentaires et fragiles. Ces contraintes déterminent les limites de la connaissance, imposent une rigueur méthodologique et une prudence interprétative, mais stimulent aussi l'innovation scientifique. Comprendre ces défis est essentiel pour appréhender non seulement les erreurs et les mythes associés à cette discipline, comme celui du dinosaure à 3 têtes, mais aussi pour apprécier la beauté et la complexité de la quête humaine, visant à redécouvrir les mystères enfouis du passé lointain. Dans le cheminement complexe et souvent sinueux de la science paléontologique, l'autocritique et la réévaluation des découvertes occupent une place cruciale, non seulement pour affiner notre compréhension des espèces disparues, mais aussi pour corriger des erreurs anciennes,
telles que celles qui ont alimenté le mythe du dinosaure à 3 têtes. Le processus scientifique, fondé sur l'observation, l'expérimentation et la remise en question constante, repose sur cette capacité à se remettre en question et à évoluer au fil du temps. Cette dynamique essentielle fait de la paléontologie une discipline vivante et progressive, capable de réduire progressivement l'incertitude qui entoure l'étude des mondes disparus. Au fil des siècles, de nombreuses découvertes paléontologiques ont été acceptées comme des vérités incontestables, avant d'être revisitées et corrigées grâce à de nouvelles analyses, techniques ou perspectives. Ces corrections ne constituent pas un échec, mais une marque essentielle de la rigueur scientifique. Dans ce cadre, l'autocritique consiste à questionner ses propres méthodes, résultats, interprétations, en confrontant les données avec l'état actuel des connaissances et en restant ouvert aux critiques extérieures. Cette posture vise à éviter l'enracinement dans des certitudes infondées et à préserver l'intégrité du savoir. La réévaluation des découvertes s'appuie précisément sur ces principes. Avec le développement continuel des technologies modernes, imagerie 3D, analyse biomoléculaire, base de données comparatives, les paléontologues peuvent revisiter des fossiles anciens, auparavant mal compris ou interprétés à tort. Ainsi, des spécimens jadis classés comme appartenant à des espèces distinctes ou monstres chimériques ont parfois été reconnus comme appartenant à des espèces plus communes ou comme le résultat d'assemblages erronés. Ces remises en cause sont courantes et acceptées comme des avancées salutaires pour la discipline. Cette capacité à changer d'avis impose toutefois une discipline intellectuelle et une éthique forte. Elle témoigne d'une humilité scientifique qui reconnaît les limites de la connaissance humaine, notamment dans un domaine où le matériau d'étude est si fragmentaire et déformé par le temps. Accepter ces erreurs passées, les analyser et les corriger est fondamental pour la crédibilité de la paléontologie et pour éviter la répétition d'approximations nuisibles. Concernant le cas emblématique du dinosaure à 3 têtes, ce musée de l'erreur et du mythe illustre parfaitement l'importance de cette autocritique. À mesure que les méthodes d'analyse s'affinent, la communauté scientifique a progressivement démantelé ce mythe, démontrant qu'il s'agissait d'un assemblage composite dû à des fossiles mêlés, aujourd'hui dénués de fondements biologiques. Ce processus de réévaluation a permis non seulement de clarifier la vérité scientifique, mais aussi d'éduquer le public sur les erreurs possibles et les méthodes pour les éviter. Au sein de la communauté scientifique, ces débats et remises en question sont d'autant plus précieux qu'ils stimulent la collaboration, la confrontation d'idées et la production de nouvelles hypothèses. Les revues spécialisées, les colloques internationaux et les échanges interdisciplinaires sont des lieux où ces processus d'autocritique s'exercent pleinement. Malgré les divergences parfois vives, cette dynamique sert à concentrer les efforts vers une meilleure connaissance objective et plus nuancée du passé de la vie sur Terre. Enfin, l'autocritique et la réévaluation des découvertes jouent aussi un rôle pédagogique important. Elles permettent de transmettre aux étudiants, aux chercheurs émergents et au grand public une image fidèle de la science, non comme un recueil de certitudes figées, mais comme un processus en mouvement, construit au fil des questions, des erreurs, des controverses et des progrès. Cette vision encourage une curiosité permanente et une vigilance intellectuelle, indispensable pour appréhender la complexité du monde naturel. En conclusion, l'importance de l'autocritique et de la réévaluation des découvertes dans la communauté paléontologique est un pilier fondamental pour assurer la fiabilité, la transparence et l'évolution du savoir scientifique. Elle est garante de progrès continus, tout en étant une réponse aux mystères et aux erreurs qui jalonnent l'étude des fossiles, tels que le fascinant mais erroné mythe du dinosaure à 3 têtes.
Ainsi, cette démarche critique inlassable illustre l'esprit même de la science. Une quête infinie de vérité dans l'ombre de l'inconnu. Au carrefour de la science et de l'imaginaire, le dinosaure à 3 têtes se dresse comme une figure emblématique, non seulement des erreurs paléontologiques passées, mais aussi de la profonde fascination humaine pour l'inconnu et les mystères qui échappent à la compréhension complète. Réinterpréter le passé à travers ce symbole invite à réfléchir sur notre rapport à l'histoire de la vie sur Terre, ainsi qu'à notre quête insatiable de sens face à des mondes disparus et partiellement dévoilés. Le dinosaure à 3 têtes est moins une réalité biologique qu'un miroir de notre capacité à rêver, à conjecturer et parfois à nous égarer dans l'interprétation des données fragmentaires. Ce mythe, né d'assemblages fossiles mal compris, d'images exagérées ou de confusion, témoigne de l'ambivalence entre la rigueur scientifique et la propension humaine à se laisser tenter par des récits plus spectaculaires, symbole d'une frontière poreuse entre savoir et fiction. En ce sens, cette créature chimérique illustre la fascination qu'exercent sur nous les énigmes laissées par la préhistoire, ces lacunes dans le registre fossile, ces zones d'ombre où la science, bien qu'en progrès constant, bute encore sur des questions insolubles. Le dinosaure à 3 têtes devient alors un archétype des mystères inexpliqués, un langage visuel fort que notre imagination embrasse pour combler les silences du passé. Cette fascination s'inscrit dans une tradition ancienne, où l'humanité a toujours peuplé l'inconnu de créatures hybrides, monstres à plusieurs têtes ou héros fantastiques, pour tenter d'appréhender l'insaisissable. Les mythes antiques, les légendes médiévales, ainsi que les erreurs paléontologiques s'entrelacent pour nourrir une culture commune où science et mythes dialoguent sans cesse. Réinterpréter le dinosaure à 3 têtes, c'est aussi réaffirmer le caractère évolutif et autocritique de la démarche scientifique. Cela signifie reconnaître que toute connaissance est provisoire, susceptible d'être remise en question à la lumière de nouvelles découvertes ou d'approches innovantes. Cette conscience collective nous pousse à accueillir l'erreur comme une étape nécessaire et même féconde pour approcher progressivement la vérité. Enfin, ce symbole incarne la tension entre la compréhension humaine limitée et notre désir de transcender cette limite, de donner corps à des visions qui repoussent les frontières de l'imaginable. Il nous rappelle que l'histoire de la vie est une énigme partielle, jalonnée de passages inaccessibles, et que la contemplation de ces mystères nous invite à cultiver à la fois le doute, la curiosité et le respect pour la complexité du temps profond. Ainsi, le dinosaure à 3 têtes, plus qu'une simple erreur ou une chimère, devient un puissant emblème de la quête humaine, à la fois scientifique et poétique, d'un passé enfoui sous les sédiments du temps, où se mêlent les certitudes fragiles et les merveilles de l'inconnu.